Voici donc le paragraphe qui va porter sur la diversité des médicaments. Il est difficile de parler de cibles et de médicaments sans mentionner Paul Ehrlich, personnage que vous avez rencontré dans le cours portant sur l'histoire de la pharmacie, traité par le professeur Patrice Trouillet au premier semestre. Paul Ehrlich a reçu le prix Nobel de médecine en 1908 pour des travaux portant sur l'immunologie. Il propose, à la suite d'autres travaux portant sur les colorants, que les substances n'agissent pas si elles ne sont pas fixées. L'effet du médicament est initié en général par sa liaison à une macromolécule de l'organisme. Cette macromolécule de l'organisme sera donc la cible moléculaire des médicaments. Il existe quelques exceptions à cette règle que nous allons traiter immédiatement. En effet, quelques médicaments échappent à la règle de la liaison à une cible moléculaire exprimée par l'homme. Parmi ces médicaments, il convient de citer les modificateurs du pH, qu'il s'agisse du pH sanguin ou du pH gastrique. Par exemple, au niveau de l'estomac, ce sont des médicaments qui vont agir en tamponnant les protons dans la lumière de l'estomac. Nous trouvons aussi les laxatifs osmotiques ou les laxatifs de l'Est qui vont attirer l'eau dans la lumière de l'intestin de façon à faciliter l'évacuation des matières fécales. Nous trouvons également dans ces exceptions une résine qui est une résine chélatrice des sels biliaires qui va, par ce mécanisme physico-chimique de formation d'un complexe, limiter l'effet émulsionnant des lipides assuré physiologiquement par les sels biliaires. Cette résine chélatrice va ainsi limiter l'absorption du cholestérol alimentaire. Ou encore, nous allons rencontrer des agents de chélation d'ions utilisés dans certaines intoxications. Nous trouvons également, au titre des exceptions, des anticorps qui vont complexer un médiateur et empêcher la fixation de ce médiateur à sa cible moléculaire. Nous trouvons enfin, au titre des exceptions, des agents anti-infectieux. Ce sont des agents qui ont pour fonction de détruire les virus, de détruire les bactéries ou les parasites, en interagissant avec une cible exprimée par ces vecteurs de maladie, virus, bactéries ou parasites. Et idéalement, ces médicaments devront être sans effet sur les macromolécules humaines et n'agir que sur ces cibles virales, bactériennes ou parasitaires. Maintenant que nous avons écarté les exceptions, revenons sur ce qui est une cible pour un médicament. Toute protéine de l'organisme est un site de liaison potentielle de médicaments. Et donc de bonnes connaissances en biologie cellulaire sont tout à fait utiles aux pharmacologues. Si cette liaison modifie la fonction de cette protéine et que cette modification conduit à une réponse cellulaire à l'origine de l'effet recherché, la protéine est alors considérée comme étant la cible du médicament. Il est donc utile de connaître la fonction de la protéine et il est également très utile de disposer de techniques d'étude de cette fonction. Pour comprendre l'effet thérapeutique d'un médicament, il faut donc connaître sa cible, le rôle physiologique de cette cible, les mécanismes biochimiques qui engendrent la réponse de la cellule, autrement dit les voies de signalisation ou encore les voies de transduction du signal. Pour quantifier l'effet d'un médicament, il faut pouvoir mesurer la réponse cellulaire, il s'agira par exemple de la contraction d'une cellule musculaire, ou la modification du fonctionnement d'un tissu ou d'un organe, et à ce moment-là, on essaiera de travailler sur la vasoconstriction d'un territoire vasculaire, ou encore il faudra être capable de mesurer la modification d'une fonction physiologique de l'organisme, et là on peut prendre comme exemple la modulation de la pression artérielle induite par un médicament sur un organisme que l'on choisira bien évidemment de mammifères préférentiellement. Voici un exemple de quantification de la réponse cellulaire induite par l'action d'un agent que l'on appelle ici agoniste, et qui va entraîner une contraction musculaire mesurable par une technique appropriée. Plus on augmente les doses de cet agent agoniste, et plus l'effet contracturant est important.
Vous reviendrez sur ce type de courbe que l'on appelle des courbes dose-réponse dans le cours du docteur Françoise Stank. Toujours au titre des généralités, je tenais à vous parler de sélectivité. La sélectivité est une notion essentielle pour un médicament car elle conditionne l'activité thérapeutique de ce médicament. Les aspects théoriques de la sélectivité seront développés eux aussi dans le cours du docteur Françoise Stank. Retenez cependant qu'aucun médicament n'est spécifique d'une cible biologique. Pour s'en convaincre, il suffit d'augmenter la dose administrée pour voir apparaître d'autres effets que les effets recherchés initialement. Ces effets seront qualifiés alors d'effets secondaires ou d'effets indésirables, voire même d'effets toxiques. Un des premiers toxicologues, Paracels, a même étendu ce concept de toxicité à toutes les substances. Toute substance est un poison et aucune n'est inoffensive. C'est simplement la dose qui fait qu'une substance n'est pas toxique. À titre d'exemple, il faut considérer que même une consommation excessive d'eau, même l'eau la plus pure, pourra s'avérer toxique. C'est un phénomène qui s'appelle le phénomène d'hyperhydratation. Avant de parler de diversité des médicaments, je vous propose de passer 1 minute sur la définition légale française du médicament. Vous reviendrez plus en détail avec le docteur Martine Deletraz sur cette définition dans le 3e cycle de cette unité d'enseignement portant donc sur l'initiation à la connaissance du médicament. Je vous propose ici une version volontairement tronquée de la définition légale du médicament. Et cette version tronquée est destinée à axer mon propos sur les seuls médicaments utilisés en médecine humaine et pour souligner le fait que le médicament pourra être utile aussi bien au diagnostic médical qu'à la correction de fonctions physiologiques par une action dite pharmacologique ou une action immunologique ou enfin une action métabolique. Selon le dictionnaire pharmaceutique, Pharmacologie et chimie du médicament, de Yves Landry et Yvette Rival, publié en 2007, les médicaments à usage humain commercialisés en France correspondaient à cette époque-là, c'est-à-dire il y a seulement 2 ans en arrière, à 1112 principes actifs produits par synthèse chimique auxquels nous pouvons ajouter une centaine de protéines produites par les techniques de la biotechnologie. Chaque année, quelques nouveaux médicaments sont mis sur le marché alors que d'autres sont retirés du marché, si bien que le nombre total de principes actifs utilisés devrait rester stable, voire devrait légèrement diminuer dans les années qui viennent. On peut penser assister à une stabilisation autour de 1200 principes actifs d'ici à quelques années. À titre de comparaison, le nombre de principes actifs utilisés aux États-Unis à la même époque était sensiblement comparable. Il convient de préciser ici qu'il existe un nombre de médicaments plus important que le nombre de principes actifs que je viens de mentionner, puisque un même principe actif pourra se retrouver dans plusieurs médicaments de formes galéniques différentes, ou encore qu'un médicament pourra renfermer plusieurs principes actifs en association, ou encore que plusieurs médicaments pourront renfermer un même principe actif mais sous plusieurs dosages, etc., etc. Il convient aussi de préciser que les spécialités de phytothérapie, c'est-à-dire spécialités à base de plantes ou d'extraits végétaux, sont nombreuses et d'un intérêt historique indéniable, mais aujourd'hui d'un intérêt thérapeutique jugé mineur. De plus, les préparations homéopathiques, bien que répondant à la définition légale du médicament, ne sont pas prises en considération dans ce décompte du nombre de principes actifs, ni d'ailleurs dans le reste de mon cours, car il faut reconnaître qu'aujourd'hui encore, la base scientifique de l'action de ces médicaments homéopathiques, ainsi que la démonstration clinique de leur efficacité dans bien des cas, fait encore défaut. Beaucoup de travaux sont faits aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre le mode d'action de ces médicaments et de mieux valoriser leur utilisation. Les médicaments sont donc répartis en plusieurs catégories, dont la principale de ces catégories est représentée par les spécialités pharmaceutiques. Les spécialités sont définies comme tout médicament préparé à l'avance
présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. Ces préparations réalisées à l'avance sont du domaine de l'industrie pharmaceutique. Elles complètent les préparations magistrales réalisées à la demande dans les officines pharmaceutiques. Il faut souligner que les préparations magistrales, qui ont pu, à une époque, constituer l'essentiel du travail des pharmaciens, sont devenues aujourd'hui relativement secondaires en termes de volume d'activité. Concernant le conditionnement, selon la législation française, la délivrance des médicaments se fait, et ça n'est pas vrai pour tous les pays, sans déconditionnement. Cela revient à dire que si pour un traitement particulier, il doit être administré au patient 17 comprimés et qu'il n'existe qu'un conditionnement par boîte de 30 comprimés, le patient se verra remettre 13 comprimés de trop. Bien évidemment, cette obligation de ne pas déconditionner présente un certain nombre d'avantages que vous aborderez probablement dans le cours de législation. Parlons un petit peu maintenant de la dénomination spéciale. La dénomination est spécifique d'une spécialité. Une même dénomination ne sera attribuée à plusieurs spécialités que si elle est accompagnée d'un complément portant soit sur la population concernée, par exemple la spécialité aspégique, qui renferme un principe actif anti-inflammatoire bien connu, l'acide acétylsalicylique, va se nommer aspégique adulte lorsqu'il renferme 1 g de principe actif par sachet, et il s'appellera aspégique nourrisson lorsqu'il ne renfermera que 100 mg de ce principe actif. De la même façon, la spécialité Voltaren s'appellera tout simplement Voltaren quand il s'agira de comprimés d'un autre anti-inflammatoire, ou s'appellera Voltaren Emulgel s'il s'agit d'une spécialité qui se présente sous une forme galénique d'un gel qui pourra être appliqué donc directement sur la peau, sur les articulations. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, un même principe actif pourra se retrouver dans des spécialités différentes. Ce sera le cas par exemple du paracétamol, qui est un principe actif qui est doué entre autres choses de propriétés antalgiques, c'est-à-dire susceptibles de bloquer la douleur, et qui se retrouvera notamment dans les spécialités suivantes: l'actifed, sous forme de comprimé, le claradol sous forme de comprimé effervescent, le coclucédal sous forme de suppositoire, le doliprane sous forme de poudre pour solution buvable, le fervex sous forme de granulé pour solution buvable, le perfalgan sous forme de solution pour perfusion intraveineuse, etc., etc. Cette liste est loin d'être exhaustive. Elle est de plus susceptible d'être modifiée au cours du temps. Il y a quelques mois en arrière, par exemple, j'aurais pu ajouter à cette liste une spécialité nommée diantalvique qui renferme, entre autres principes actifs, le paracétamol. Cette spécialité vient d'être retirée du marché. Il faut souligner ici que certaines de ces spécialités sont du domaine de l'automédication. Automédication, ça signifie que la dispensation par le pharmacien peut se faire de façon indépendante d'une prescription médicale. Autrement dit, vous pouvez aller acheter directement à la pharmacie ce type de médicament. Ça, c'est quelque chose qui peut quelquefois poser des problèmes, car des patients peuvent ainsi souffrir des conséquences du surdosage en paracétamol, par exemple, en prenant au cours d'une même journée des associations de ces spécialités. Ils ne seront pas forcément conscients du fait que des spécialités différentes peuvent renfermer un même principe actif. Et donc, on peut aboutir à des situations où on va observer des surdosages. Revenons aux principes actifs eux-mêmes. Les presque 1200 principes actifs que nous avons évoqués précédemment vont se répartir en 4 grandes catégories. Des molécules d'origine végétale et des analogues de synthèse, ce sera par exemple l'atropine, la morphine ou encore la digoxine. La digoxine est un médicament de cardiologie, la morphine est un antalgique, et l'atropine est un produit que l'on va retrouver aujourd'hui essentiellement sous forme de collyre pour quelques affections oculaires. La deuxième grande famille, ce sont les molécules de synthèse chimique.
Ces molécules ont été sélectionnées par ce que l'on appelle un tri pharmacologique ou encore un dépistage ou un screening pharmacologique pour les anglophones. C'est effectivement dans cette famille-là que l'on va retrouver le plus grand nombre de représentants. C'est effectivement dans cette famille-là que l'on va retrouver le plus grand nombre de représentants. La troisième famille est constituée par les molécules d'origine humaine et les analogues de synthèse chimique. Alors à titre d'exemple, ce sont les hormones, les neuromédiateurs, et vous avez tous probablement à l'esprit l'exemple de l'insuline, qui est une hormone que certains patients diabétiques vont devoir s'auto-administrer plusieurs fois par jour. Enfin, une quatrième famille est constituée par les macromolécules d'origine humaine et qui sont produites par génie génétique. Ce sera l'exemple d'hormones peptidiques, d'anticorps monoclonaux ou enfin d'autres enzymes. C'est probablement dans cette famille-là que le plus grand nombre d'innovations thérapeutiques vont se faire dans les années futures. Une remarque maintenant concernant les principes actifs issus de la synthèse chimique. On les désigne souvent en référence à la structure chimique qui a été à l'origine de leur synthèse. À titre d'exemple, il y a des agents que l'on appelle les sulfamides qui appartiennent à la même famille chimique. Ces agents seront utilisés dans des domaines thérapeutiques différents. On va les utiliser comme antimicrobiens, on pourra les utiliser pour certains d'entre eux comme antidiabétiques, ou encore comme médicament diurétique. Un médicament diurétique est un médicament qui augmente la diurèse et donc c'est un médicament qui sera utile par exemple dans l'hypertension artérielle. L'activité antimicrobienne et l'activité diurétique sont toutes deux liées à l'inhibition de la même enzyme que l'on appelle l'anhydrase carbonique. La différence vient du fait que dans le premier cas c'est l'enzyme bactérienne qui sera visée, alors que dans le second cas, ce sera l'enzyme humaine exprimée au niveau du rein de l'individu. Une équipe médicale à Montpellier, en 1942, a remarqué qu'un des sulfamides antibactériens entraînait chez les patients des hypoglycémies sévères. Cet effet a été vérifié chez l'animal de laboratoire et on s'est rendu compte que cet effet n'était plus retrouvé si l'on enlevait le pancréas aux animaux de laboratoire. Les sulfamides antibactériens agissent en favorisant la libération d'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau pancréatique, cellules que vous avez rencontrées ou que vous allez rencontrer dans le cours de physiologie digestive du professeur Bruno Bonaz. L'activité antimicrobienne et l'activité diurétique, je vous l'ai dit, provenaient de l'inhibition d'une même enzyme dont vous voyez le nom ici, l'anhydrase carbonique. Vous avez même la structure tridimensionnelle de cette anhydrase carbonique. L'activité antidiabétique, par contre, provient d'un mécanisme moléculaire différent. Il s'agit ici d'induire la fermeture d'un canal potassique qui dépend de l'ATP, et ce canal potassique dépendant des concentrations intracellulaires d'ATP est nommé KATP. Nous reviendrons sur la description de ces canaux et vous aurez à ce moment-là plus de recul pour comprendre comment ces sulfamides vont agir en provoquant la fermeture de ces canaux pour induire la libération d'insuline par les cellules du pancréas. Cet exemple que j'ai choisi ici, donc celui des sulfamides, illustre un fait qui est que la parenté chimique n'implique pas systématiquement l'interaction avec une seule cible moléculaire. Plusieurs molécules ayant la même structure, plusieurs structures chimiques comparables, pourront en effet interagir avec plusieurs cibles moléculaires différentes. Tous les sulfamides, par contre, vont partager un effet indésirable commun, qui sont les allergies déclenchées chez certains patients traités avec ces médicaments. Donc, quelquefois, la parenté chimique va permettre de se souvenir que ces médicaments présentent des inconvénients, partagent des inconvénients, présentent des inconvénients communs.
Il est difficile de parler de diversité des molécules chimiques utilisées comme principe actif de médicaments sans évoquer en quelques diapositives le dossier de la chiralité et de la sélection chirale. La stéréoisomérie est un concept qui décrit des structures de même constitution mais qui diffèrent par leur arrangement spatial. Selon cet arrangement, nous parlerons d'énantiomères S, représenté ici à gauche pour le limonène, ou d'énantiomères R, représenté à droite, toujours pour le même limonène. Ces énantiomères sont deux molécules, images l'une de l'autre dans un miroir, et images non superposables. Vous avez ici divers exemples, main droite, main gauche, pied droit, pied gauche, etc. Il est raisonnable de penser qu'il est relativement difficile de mettre son pied droit dans sa chaussure gauche ou son pied gauche dans sa chaussure droite. Il est aussi raisonnable de penser qu'un principe actif, qui doit s'ancrer à sa cible pour exercer son effet, le fera de façon beaucoup plus efficace dans une conformation, donc sous un énantiomère, que dans l'autre conformation. Ce nouveau schéma illustre cette difficulté pour un énantiomère, celui de droite ici, d'entrer de façon étroite en contact avec les différents sites de reconnaissance de la cible. Dans ces conditions, seul l'énantiomère de gauche pourrait être capable d'exercer l'effet thérapeutique, ou alors c'est seulement lui qui représentera une efficacité un peu plus importante. Les principes actifs obtenus par synthèse chimique se présentent le plus souvent sous forme d'un mélange des deux énantiomères. C'est ce qu'on appelle un racémique. Un racémique, c'est un mélange des deux énantiomères. C'est ce mélange qui se retrouvera dans la composition de la plupart des médicaments. Dès lors, la question de savoir s'il est nécessaire de sélectionner après synthèse ou encore d'orienter la synthèse chimique de façon à ne produire qu'un seul des deux énantiomères, eh bien cette question s'est posée. Plusieurs situations peuvent conditionner la nécessité d'opérer à cette sélection. L'administration d'un seul énantiomère sera utile dans le cas où l'énantiomère, qui est dépourvu d'effets bénéfiques, va participer par contre aux effets indésirables. À ce moment-là, le seul énantiomère actif qui est à la fois bien toléré donnera un bien meilleur médicament que le mélange racémique. Deuxième cas de figure, si les deux énantiomères ont des effets bénéfiques différents, on pourra alors utilement les utiliser séparément et ainsi proposer deux médicaments complémentaires utiles dans des situations différentes. Troisième cas de figure, l'un des deux énantiomères est seul porteur d'un effet indésirable. Ils sont tous les deux actifs, mais seulement un des deux est porteur de l'effet indésirable. Enfin, quatrième cas de figure, si la taille des gélules peut être réduite. On peut imaginer qu'il n'est pas nécessaire de faire avaler à un patient un énantiomère qui ne sera pas actif, même s'il est bien toléré. Autant ne pas faire avaler cet énantiomère, ça permettra de réduire la taille des gélules, et on admet que des gélules plus petites sont plus faciles à avaler, et donc le patient sera plus observant de son traitement, c'est-à-dire qu'il sera plus compliant au traitement que lui aura prescrit son médecin. Il semble cependant que des raisons autres que des raisons scientifiques puissent être à l'origine de la décision de sélectionner un seul énantiomère. C'est en tout cas ce qui ressort de l'analyse de la revue Prescrire lors de la commercialisation de l'ésoméprazole à l'approche du terme de la protection conférée par le brevet de l'oméprazole. Donc le laboratoire qui avait breveté l'oméprazole s'est retrouvé à un moment donné confronté à la perte du brevet, le passage dans le domaine public de ce type de molécule, et donc il a choisi de proposer un nouveau médicament qui contenait de l'ésoméprazole. L'ésoméprazole est bien évidemment l'énantiomère S de l'oméprazole, et donc vous voyez qu'on a choisi là une façon d'appeler ce principe actif
qui nous permet de nous rappeler qu'il s'agit d'un énantiomère S. La conclusion de l'article de la revue Prescrire est que cet ésoméprazole n'a en fait aucun avantage clinique sur le oméprazole, ni en termes d'efficacité, ni en termes d'effets indésirables, et donc la raison d'être serait purement commerciale. Il ne faut pas perdre de vue le fait que le médicament restera un produit industriel, et l'industrie pharmaceutique est un domaine extrêmement compétitif. Lorsque vous serez des professionnels du médicament, que vous serez pharmacien ou médecin, il sera de votre responsabilité de vous faire votre propre idée en analysant les études cliniques qui auront permis de mettre sur le marché de nouveaux médicaments et qui auront permis de dire s'il s'agit ou pas de véritables innovations.